Dans le 7e arrondissement de la capitale, rue de Varennes, au cœur de Paris, au cœur du pouvoir, l'hôtel Matignon. La résidence du Premier ministre, une véritable machine qui tourne à plein régime. 500 personnes travaillent dans ce lieu prestigieux. Parmi elles, le chef cuisinier qui n'hésite jamais à dire bonjour au patron. C'est le piège. Oh là là. Qu'est-ce que vous... C'est un guet-apens. C'est un guet-apens. Lui, c'est le maître d'hôtel qui s'occupe également de la cave. Bon, les raviolis et Saint-Jacques sera parfait. Hein. À la sécurité, un gendarme qui ne recule devant aucune fouille. On écoute s'il n'y a pas de bruit, pas de gémissement, pas de cris. Et des gardes républicains qui, dès qu'ils ne sont plus en tenue d'apparat, s'entraînent au combat. Allez, vous rentrez. Et bien sûr, il y a le patron, qui, c'est le cas de le dire, a un emploi du temps de ministre. Et c'est assez dense en fait, hein. Il n'y a pas beaucoup de temps de respiration. De Premier ministre même. Bienvenue dans les coulisses de Matignon. Ce que vous connaissez de la résidence du Premier ministre, c'est un perron avec une porte vitrée où s'engouffrent des visiteurs. Derrière cette image télé du JT de 20h se cache un hôtel particulier à l'histoire singulière. Propriété des princes de Monaco au XVIIIe siècle, devenu demeure des chefs de gouvernement en 1935, cet hôtel abrite le cœur du pouvoir de la République française. 4000 mètres carrés pour diriger l'État. Nous allons vous montrer ce qui se passe derrière cette porte vitrée qui cette fois ne se refermera pas. Matignon, 7h du matin. Celle qui connaît le mieux la demeure du Premier ministre, c'est peut-être elle, Héline. Régulièrement, ce Springer anglais en inspecte tous les recoins. Aujourd'hui, les camions de livraison de produits frais. Donc le chien est spécialisé en recherche de matières explosives. Dès qu'elle sent une odeur d'explosif, elle s'arrête. Soit elle se couche, soit elle s'assoit, en direction du potentiel explosif. Depuis 7 ans, le gendarme Michael Robert joue les maîtres chiens au petit matin. Mais dis-moi, Michael, elle est toute petite, ta chienne. Comme on travaille dans tous les palais nationaux, on lui demande pas d'avoir un look agressif déjà. On lui demande vraiment de chercher, on passe vraiment partout. Tout sous les tribunes, les sièges, je peux faire du porter, vous voyez, je peux la porter vraiment comme je veux, lui demander de chercher en hauteur. Voilà, c'est léger, avec un gros chien, on peut pas faire tout ça. Voilà, ici, là, regarde là. Voilà, c'est bien. 1 heure plus tard, fin de l'inspection. Rien à signaler. Michael et Héline viennent saluer le chef cuisinier. Bonjour monsieur, donc voilà, tout est clair. D'accord. Viens là, au pied, assis. Contrôle éclair, c'est bon. Ok. C'est une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Nous, on va rester avec le chef, Christophe Langré. Il attend une autre livraison qui tarde un peu. Non, mais c'est toujours compliqué de passer la barrière de gendarme. Arrivage express en moto. Le chef aurait-il commandé des pizzas? Ça va? Non, à Matignon, c'est coquillages et crustacés. Ce soir, le Premier ministre reçoit. Non, là, on va faire un fumet pour ce soir. Donc, on a commandé des arêtes de poissons pour faire le fumet. Donc, on prend sur du Saint-Pierre des poissons un peu nobles, comme ça. Et pour le menu de ce soir, c'est couteau et Saint-Jacques en poisson. Comment on voit qu'ils sont bien vivants? Oui. Quand vous prenez un couteau comme ça, là, quand il sort, vous tapez un peu dessus et il rentre. Voilà. Au même moment, dans le bâtiment d'à côté, c'est l'heure du courrier. Premier contrôle avec les gendarmes Ragon et Chevalier. Mais au fait, qui écrit au Premier ministre? Toute la France peut écrire au Premier ministre. Et tout courrier des Français écrivant au Premier ministre passera forcément par nos mains ici. Forcément. Et des fois, ça fait beaucoup de monde même. Toute cette pile de courrier là, mais apparemment pas dangereux.
Et à part des journaux, il reçoit quoi comme type de courrier? Alors voici le genre de pétition que l'on peut recevoir, hein, la pétition toute somme banale, qui représente une carte postale, mais si on la retourne, voilà une destination bien précise dans les sujets chauds de l'actualité. Effectivement, le message est clair. Et pour la réponse? Là, en l'occurrence, on ne pourra malheureusement pas lui répondre, puisqu'il n'y a pas d'expéditeur, mais sinon il y a toujours des réponses qui sont faites à chaque intervenant auprès du gouvernement. Chaque jour, plusieurs centaines de lettres arrivent rue de Varennes. Une fois scanné, le courrier part dans les services pour être trié. Bon, vu le nombre de lettres, on accélère un peu. Le courrier du Premier ministre est mis à part. C'est alors que Christophe Smith entre en scène. Depuis 10 ans, l'huissier joue les postiers VIP et chaque matin, c'est toujours le même rituel. Il met son nœud pape, enfin il essaye. C'est difficile quand il n'y a pas de glace, mais bon. Je vais 2 secondes devant la glace, ça vous dérange pas? Allez-y. Là, on porte pas de cravate, on porte vraiment un nœud papillon, ça va avec le queue de pie. Tout le costume queue de pie passe, il y a obligatoirement un nœud papillon. Voilà. Et le costume, c'est aussi une énorme chaîne, super bling bling. Voilà, c'est une représentation de la République française. Donc on ne l'attache pas à un crochet et on l'attache à la boutonnière pour qu'elle remonte légèrement et qu'elle ne pende pas comme ça, comme une médaille qui vadrouillerait sur le ventre. Ensuite, l'huissier monte le courrier du Premier ministre à son bureau, lentement. Remarquez qu'on ne court jamais quand on est huissier à Matignon. Le courrier est ensuite laissé au bout du couloir, au secrétariat du Premier ministre. Ce que tout le monde se demande, c'est où travaille le chef du gouvernement. Eh bien, son bureau est juste derrière cette porte. Et autant vous le dire, c'est Fort Knox, mais nous, on a les images. À ce moment-là, entre le bras de fer avec ArcelorMittal et les couacs à répétition avec son gouvernement, les tracas ne manquent pas. Et on sent bien qu'on gêne. Ok, on s'en va, monsieur le Premier ministre. Bon, parfois, il le fait visiter, son bureau, Jean-Marc. Mais c'est dans des circonstances bien précises, quand il est vraiment obligé, comme pendant les journées du patrimoine. Voilà, c'est le bureau où je travaille. Et forcément, il a tout préparé. J'ai rangé un peu ce matin. Aujourd'hui, uniquement des journaux sur ce bureau, pas de dossiers sensibles. Réunion de travail, et puis la table là, que vous avez derrière vous. Une table en verre, avec l'avantage d'avoir une vue sur le parc. Ici, c'est un très beau jardin. Très bien entretenu, vous allez voir. Les jardiniers de Matignon sont excellents. Bon, C'est vrai que c'est beau, mais on ira plus tard. Revenons aux affaires sérieuses. Mardi matin, c'est le petit déjeuner de la majorité. Harlem Désir, le patron du PS, est le dernier arrivé. Il salue Jean-Pierre Bel, président du Sénat. Mais aussi François Rebsamen, le président du groupe socialiste au Sénat. Il y a aussi Claude Bartolone, le patron de l'Assemblée nationale. Et enfin, Alain Vidali, ministre des Relations avec le Parlement. Très peu de femmes, bravo messieurs pour la parité. Bref, tous les grands chefs du PS se retrouvent pour parler politique. C'était bien joué. Hein. Enfin, l'idée, c'est surtout de s'accorder sur ce qu'il faut penser et dire. Éviter la cacophonie et les couacs sur les dossiers chauds du moment. Ça sert à faire le point du calendrier, des décisions qui vont se prendre, des relations entre le gouvernement et les groupes de l'Assemblée. Ouais. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, quels vont être les textes, où on en est les amendements, quelles sont les prévisions, puis à faire un petit échange de la tour de table politique, un échange sur la situation politique. Ici, on dit PM pour Premier ministre. Et le PM, c'est un peu un chef d'orchestre. Il doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de fausses notes. bonjour. Merci. Normal. Bonjour. Salut. Bonjour. Voilà, Christophe. Emmanuel. Bonjour. Excuse Harlem, il est arrivé suivi d'un tas de journalistes et j'ai été surpris. Je pensais que c'était Claude. Ça va, Jean-Marc? Ça va. Ça va? Merci. À chaque jour suffit sa peine. Oui, comme on dit. Le PM en a déjà trop dit. De toute façon, on nous prie gentiment de sortir. Pendant que les stratèges du PS se réunissent, un prochain rendez-vous se prépare. On vient pour le tapis rouge, hein. Ça sent la visite officielle.
Dans moins d'une heure, le Premier ministre du Koweït sera là. Patrick Desmarais, c'est l'adjoint à la logistique à Matignon. Le tapis rouge, ça fait 25 ans qu'il le déroule. Donc il y a un peu de manutention à faire parce qu'à chaque fois il faut dévisser quand même la barre de seuil pour faire tenir correctement le tapis rouge. Et après l'installation se fait correctement et assez facilement. Installer ce fameux tapis, ça prend quand même une demi-heure. Comme au Festival de Cannes, ligne droite impeccable, pas un pli. Même s'il n'est pas bien grand, le tapis rouge est de rigueur pour chaque visite officielle. Attention tes doigts. Hein. Allez. À propos, quelqu'un s'est déjà pris les pieds dans le tapis? Jamais. Personne ne se prend les pieds dedans. J'ai jamais eu ce sujet depuis 25 ans. Et j'espère que je l'aurai jamais jusqu'au bout. Ça serait un peu gênant. Vous êtes content du résultat? Ah, très très bien. Très bien, ça s'est bien passé comme d'habitude. La garde républicaine va pouvoir se mettre en place. Et la garde républicaine, c'est lui, le colonel Le Sueur, commandant militaire de l'hôtel de Matignon. On va aller se préparer. En clair, c'est lui qui est en charge de la sécurité du Premier ministre à l'intérieur de Matignon. Et à chaque visite officielle, c'est le même rituel. 30 gardes républicains enfilent leur tenue d'apparat, et ça n'est pas si simple. Voilà, c'est la mise en place des trèfles et aiguillettes. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire tout seul, notamment quand on a déjà la tenue sur le dos, évidemment. C'est pour ça qu'en général, on se fait aider par un camarade. Donc l'idée, c'est de rendre honneur à un invité de marque? Exactement. Les chefs d'État et de gouvernement étrangers, encore une fois, ont protocolairement droit à un accueil avec les honneurs, comme on dit, les honneurs militaires. Et ça fait partie finalement de cette idée que de rendre les honneurs au travers de l'uniforme qui est ce jour-là un petit peu effectivement amélioré pour l'occasion. Il a l'air cool, le colonel, mais rien ne lui échappe. Juste un petit détail, moi je suis évidemment très pointilleux, donc je regardais, il y avait là un bouton qui me semblait un tout petit peu pas complètement passé, voilà, je vérifiais ça. C'est parfait. Quelques minutes avant l'arrivée du Premier ministre du Koweït, le timing est serré. La garde républicaine se met en place sous le commandement du colonel. Bonjour à tous. À votre disposition, mon adjudant. Tout est prêt, mais comme souvent à Matignon, c'est le PM qui est en retard. Le petit-déj de la majorité n'est pas encore terminé. Le colonel, en liaison avec la délégation koweïtienne, cherche donc à gagner du temps. Oui, c'est bien reçu, c'est bien reçu. On est encore en stand-by. Oui, c'est bien pris, c'est bien pris. On est toujours en stand-by, une progression très lente. Ça y est, Jean-Marc Ayrault est enfin descendu. Il va pouvoir aller accueillir son invité. Quant à nous, on tente d'en savoir un peu plus avec François Rebsamen. Ce fameux petit déjeuner, c'est vraiment là où tout se décide? C'est un des moments où ça se décide, oui. C'est un des moments où ça se décide. Où on va donner le rythme de la semaine. Voilà. Donc on analyse ce qui s'est passé le week-end et puis on fait le rythme de la semaine parlementaire, où on en est, quels sont les textes, quel est l'état de l'opinion, sur quoi il faut insister, voilà. Le Premier ministre accueille son homologue sur le tapis rouge. Pendant 1 heure, les deux hommes vont parler guerre civile en Syrie et tensions sur le dossier iranien. Derrière le cordon de presse, les photographes tentent de décrocher une photo originale. Le Premier ministre reçoit 3 visites officielles par semaine. Alors dans la cour, c'est le chassé-croisé permanent. Du coup, vous attendez qu'il soit passé? Voilà. On va pas déranger le protocole républicain, là. Bonne journée. Une fois le visiteur entré, on se détend. Stéphane Lemouton, à droite, est photographe indépendant. Il discute avec le photographe officiel de Matignon. Il est plus en train de lui dire, vas-y, tu descends, je te mets une claque. Hein? Marrant, ça, là. Au fait, Stéphane, c'est quoi une bonne photo? Ça dépend des comportements, des gestes, comment il est accueilli, les premiers regards, les interactions qu'il peut y avoir entre les personnages. Et puis l'angle qu'on choisit surtout, en fait. Ouais, surtout l'angle, la façon de voir les choses,
d'appréhender, de raconter l'histoire. C'est le Premier ministre qui ouvre le chemin et on voit en fait le Premier ministre qatarien attendre tout tranquillement. Voilà, le geste est plutôt élégant. Voilà, c'est plutôt une bonne image. Bonne image, sauf que le monsieur, il n'est pas qatarien ou qatari, il est koweïtien, c'est pas pareil. C'est un secret bien gardé. La résidence du Premier ministre, c'est aussi le plus grand jardin privé de la capitale, avec plus de 2 hectares de terrain. Un parc qui a 3 siècles d'histoire et 2 atmosphères. D'abord un jardin à la française, avec ses allées de tilleuls et ses perspectives. Mais aussi un style à l'anglaise, plus sauvage, avec des îlots de verdure. Philippe Joly, le jardinier en chef, s'émerveille chaque jour d'évoluer dans un tel décor. C'est quand même très prestigieux et très agréable de travailler ici, alors qu'on est en plein Paris et on est au milieu de la nature, c'est vraiment extraordinaire. Ils sont 6 jardiniers en permanence à Matignon, à soigner les gazons comme les pelouses d'un golf. C'est ça qui fait ressortir les pelouses par rapport aux allées. Et plus c'est fait régulièrement, meilleur est le résultat. Et voici le joyau du parc, le hêtre pourpre. C'est le plus vieil arbre de Matignon, 200 ans et toutes ses feuilles. Alors on dit que comme ça son écorce, ça ressemble un peu à la peau d'un éléphant. Hein, ça fait un peu cette particularité. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir une grosse patte d'éléphant. Mais ce jardin, il a une autre originalité, liée à ses occupants. On peut aller voir les arbres de Premier ministre. La tradition des arbres de Premier ministre débute avec M. Barre, hein, qui a planté le premier arbre, et depuis, chaque Premier ministre plante un arbre dans le jardin. Donc là, voilà, le premier arbre de Premier ministre, c'est donc un érable à sucre. Là, on est sous un copalme d'Amérique qui a été planté par M. Rocard. On va aller voir un autre arbre qui a un arbre particulier, c'est le Parossia de Perse, originaire de Perse, comme son nom l'indique, et dont on dit que le bois est très très dur et que c'est pour ça qu'on l'appelle arbre de fer. Et il est à qui cet arbre? C'est l'arbre de M. Raffarin. L'arbre de fer, tout un symbole. Et Jean-Marc Ayrault, il sait où il va le planter, son arbre? Pas encore. Pas encore, d'accord. Il n'a pas encore choisi d'emplacement. On sait que ce sera un magnolia, mais il n'a pas encore choisi son emplacement. Ce sera un magnolia. Ce sera un magnolia. En langage des fleurs, le magnolia, c'est la force et la dignité. Et surtout le symbole d'un amour timide. Nous ne manquerons pas de revenir le jour J. À l'intérieur de l'hôtel, c'est la fourmilière. On retrouve Thierry Desmarais. Après le tapis rouge, il s'attaque au mobilier. On attaque quoi là? On attaque là? On attaque la table. Ce soir, des architectes sont reçus à Matignon pour parler du Grand Paris. Thierry doit préparer le salon bleu pour un dîner de 30 personnes. Ça évite de repartir après, de tout refaire. Donc il vaut mieux prendre quelques minutes pour bien centrer tout ça. Et après, on est bon. La contrainte à Matignon, c'est que ce n'est pas très grand. 4000 mètres carrés pour vivre, c'est bien assez. Mais pour organiser la vie du pouvoir en France, c'est un peu juste. C'est assez petit, c'est vrai, mais ça fait 25 ans que je suis là et ça a toujours bien marché. Donc pour l'instant, il n'y a pas besoin de repousser les murs. On s'en est toujours sorti. Ici, on fabrique en un rien de temps une table de banquet. On met les allonges et après on met la feutrine par-dessus, on refait, ils vont mettre des nappes. Et vous avez l'impression que c'était une super table. Enfin, D'ailleurs, ça va être joli à voir après quand la tendance va avoir mis leur finition. La finition, c'est Claude Buzet, le maître d'hôtel qui s'en occupe. Et il a déjà remarqué ce qui ne va pas. Non, la table était toute gondolée, donc il faut la reprendre. Une fois la table bien droite, on déplie la nappe, 10 mètres de coton d'un seul tenant. Tu prends ce que tu as besoin, Mika, là-bas, et on va faire un retour ici. Claude repasse lui-même pour que ça aille plus vite. C'est mieux d'avoir des nappes repassées, ça a quand même plus d'allure, oui, qu'une nappe toute froissée avec les plis. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on travaille. Hein. Ici, voilà. Une fois la nappe bien lisse, on met le couvert au millimètre.
Ça, c'est une des choses les plus difficiles à faire, c'est d'aligner les assiettes. Avec l'espace suffisant, voilà. Donc, vous allez voir un petit peu, après il va régler l'espace entre chaque assiette. Avec une serviette de table, on va essayer d'avoir la même distance entre chaque assiette. Ça, c'est pas évident à faire non plus. Mais ce soir, il va y avoir un problème de place. Là, il faut serrer, hein. Ils vont pas avoir beaucoup de place. Bon, on essaie d'avoir plus de place là, puis on serre un peu plus dans les bouts, dans les arrondis. Il a l'œil partout, Claude, et surtout sur les jeunes recrues. Petite leçon de perfection sur l'art de dresser la table. Le vin blanc au milieu, le rouge à droite et l'eau à gauche. Voilà. Ça c'est pas bien mis, les enfants, là. Sandra, c'est pas bien. Non, ça pendouille trop d'un côté. Tu remontes. Tu descends, là. Voilà. C'est bon? Il faut punaiser là. C'est des jeunes qui viennent passer 2 ou 3 ans chez nous. Ils arrivent de la restauration, bien souvent ils sortent de l'école. Donc on a une façon de travailler qui n'est pas forcément celle de l'école, ni de la restauration classique. Donc on leur montre un petit peu comment ça fonctionne ici. On a un service de maison, ce qu'on appelle la maison bourgeoise. Et dans une maison bourgeoise, un dîner de 30 personnes, c'est du boulot. Pendant ce temps-là, dans la cuisine flambant neuve de Matignon, le chef donne ses instructions. La mission ravioles vient de commencer. Il faut une petite cuillère, parce que comme ça, tu prends ton truc à petite cuillère et clac, tu mets juste la dose qu'il faut. Ou on les fait juste en triangle, comme ça. Alors ce qui est important, c'est de bien chasser l'air qui est dedans. Sinon, ça fait de la vapeur et ça explose la raviole. Refermer comme ça, tu sais. Ce soir, en plat principal, coquille Saint-Jacques rôtie à l'huile de combava et couteau gratiné. Menu de saison pour chef écolo. Alors moi je fais attention ici à Matignon de montrer l'exemple et de travailler que les produits qui peuvent être travaillés en toute sécurité pour l'avenir pour nos enfants, quoi, pour leur laisser du poisson un petit peu plus tard. D'origine bretonne, ce chef étoilé a le truc pour ouvrir les Saint-Jacques. Donc on donne un petit coup comme ça, la Saint-Jacques se resserre et le plus facile à défaire. Et pendant qu'en cuisine, la brigade s'active, le chef Langrée rejoint le maître d'hôtel pour le choix des vins. Problème, interdiction de circuler. C'est la règle quand le PM est dans les couloirs, et c'est le cas. Parce qu'il y a le Premier ministre qui va descendre et la presse qui va sortir, donc le colonel a demandé à ce qu'on passe pas. Il faudra la refaire. Il veut pas. Non. Il est coincé, le chef. Du coup, petite confidence sur ses rapports avec le maître des lieux. Mon sentiment, il est que ces gens-là, ils sont en contact tous les jours de gens qui sont très... pas qui leur serrent les pompes, mais qui sont oui, monsieur, bien monsieur, tout ça. Et ils ont envie, des fois, d'avoir des gens naturels, quoi. Quelqu'un qui lui dit bonjour normalement et qui ne va pas être comme ça devant. C'est normal, hein, je veux dire, vous êtes toute la journée avec des gens comme ça autour de vous, ça doit être emmerdant. Hein. Enfin, moi, ça me ferait chier. Il est comme ça, le chef Langrée, nature. D'ailleurs, quand le passage se libère, il en profite pour saluer le chef du gouvernement. Il va me voir, il va venir. C'est le piège, c'est le piège. Oulala. Qu'est-ce que vous... C'est un guet-apens. C'est un guet-apens. Vous êtes entre deux mains. C'est un guet-apens, c'est pas mal. Bon allez, on ne se relâche pas, il y a un dîner à préparer. Claude Buzet, le maître d'hôtel, attend pour la dégustation. J'espère que t'as choisi du bon vin. Comme d'habitude. Ouais, ça c'est moins sûr. Les grands crus, c'est fragile et il ne faut rien laisser passer. Avec une bouteille bouchonnée n'est pas exclure, ça arrive souvent. Donc on goûte tous les vins que nous servons à Matignon. Au moins la table du Premier ministre en priorité quand même, bien sûr. Et vous crachez ou vous buvez? Ah non, non, on recrache. Non, non, on recrache. On ferait des services, on serait pas très clair. Hein. Moi je crache pas. Bon, c'est à peine frais, hein, Laurent, faut remettre un peu au frigo. C'est vraiment juste. Hein. Bon, les ravioles et Saint-Jacques sera parfait. Hein. Qu'est-ce que vous recherchez? Je cherche la fraîcheur pour la coquille Saint-Jacques.
Non, là, on cherche si elles n'ont pas de bouchon. Oui, mais aussi. Pas de vin bouchonné, d'accord, mais comment sélectionne-t-on les crus à Matignon? Mais toujours dans l'optique d'acheter des vins pas chers, qui dans quelques années, bien sûr, auront acquis une belle valeur, parce que la progression du prix des vins, c'est quand même assez effrayant. On reçoit toutes les personnalités du monde entier ici, c'est important de leur faire goûter nos produits, on a des produits de qualité. Et si ça peut promouvoir nos vins et notre nourriture étrangère, je crois que ça existe déjà pas mal, mais c'est une bonne chose. Fin de la dégustation. Claude est pressé. Les invités arrivent dans 10 minutes et il n'y a toujours pas de chaise à table. C'est pas fini la réunion? Les gars, salle du conseil, c'est pas fini? Et oui, ici on mutualise les chaises pour les réunions et les dîners. Du coup, le timing est parfois un peu juste. On va les mettre les chaises, ils sont partis. On y va? Mais il y a encore un petit problème. Le premier, c'est encore attention, il y a encore le patron. Attendez un peu, les gars. Surtout pas qu'il nous voit. Non, mais c'est pour pas le déranger, il est avec encore du monde en train de parler. Commence par derrière, c'est mieux, ça bloque tout le monde. 3 minutes avant que les invités n'arrivent, les chaises sont installées in extremis. Et voici à quoi ressemble la même salle, pleine. Le dîner sur le Grand Paris va pouvoir commencer. Jean-Marc Ayrault cherche à séduire les architectes qui dessineront la métropole de demain. Alors rien de tel qu'un bon repas. Voilà, donc il y a même des images. La réunion, c'est pour montrer l'importance de cette rencontre. Enfin, j'espère que vous mesurez les choses comme ça. Dès que les invités sont assis, il faut lancer le dîner. C'est le coup de feu en cuisine. Enfin, normalement. Vous avez fait marcher l'entrée? Bah oui. À qui? Bah je sais pas, moi, quelqu'un est venu, non? Est-ce que quelqu'un vous a fait marcher l'entrée? Oh, putain. D'habitude. Alors on fait marcher, voilà, merci. Où sont les plateaux d'argent? Les plateaux d'argent, les grands plateaux? Non, ils sont en bas, ils sont en bas. Finalement, les plateaux arrivent. Les serveurs peuvent enfin faire marcher l'entrée. Non, mais je suis en train d'envoyer. Attention, service express au pas de course. À Matignon, un dîner, c'est toujours 1 heure, pas 1 minute de plus. Allez, bon appétit, nous on reste en coulisses, enfin en cuisine. Et le chef a l'air plutôt content. Je verrai le Premier ministre tout à l'heure, je vais lui demander. Mais je pense que ça ira. Une fois les convives partis, la vie continue à Matignon. C'est l'heure de la ronde nocturne. Chaque soir, les gardes républicains veillent à la sécurité des bâtiments. Tu viens m'ouvrir? Oui. Et cette nuit, c'est le gendarme Ragon qui est de garde. Il est minuit passé, les conseillers travaillent encore. Donc déjà, on leur fait voir qu'on est là, qu'on est présent. S'ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent compter sur nous au niveau de la loge du 57 Varennes. Bon. Et puis voilà, oui, c'est un gouvernement qui travaille tard. Le gendarme Ragon fouille tout, absolument tout, même les poubelles. Bon, forcément, si c'est de l'alimentaire et autres, on va éviter quand même de mettre les doigts dedans sans gants, bien sûr. Bon. Ambiance thriller. À Matignon, il n'y a pas beaucoup de danger. Mais avec un peu d'imagination, on pourrait se croire dans une enquête à la Dexter, particulièrement avec cette porte verte. On va voir au niveau des lueurs, des lumières, des fuites d'eau. S'il y a un liquide, de l'eau, c'est le mieux. Du sang, c'est le pire, bien sûr. On écoute s'il n'y a pas de bruit, pas de gémissement, pas de cris. En fait, derrière cette porte, il y a seulement des archives, mais on ne sait jamais. Le gendarme Ragon vérifie tout, de la cave jusqu'au bureau où travaillent les conseillers. À cet étage, interdiction formelle de laisser traîner des dossiers sensibles. Les gens peuvent éventuellement laisser toujours sur des bureaux, peuvent laisser des documents d'une importance particulière,
ou des objets de valeur. Vous ramassez les documents qui sont sur les bureaux. On peut ramasser un document marqué confidentiel défense, secret défense, oui, on ne va pas le laisser sur le bureau. La ronde de nuit s'achève avec un petit coup d'œil sur la cour de Matignon, où les lumières ne s'éteignent presque jamais. Elles s'éteignent très tard, enfin très tôt le matin, je dirais même, et elles se rallument également très tôt le matin, parce que l'activité commence assez tôt. Et en fait, il y a très peu de temps mort, très peu de temps mort. Ça n'arrête pas. Ce qui est bien. Mercredi matin, le Premier ministre a rendez-vous avec François Hollande, le président. Tête-à-tête précieux avant le Conseil des ministres pour rendre les derniers arbitrages. Alors c'est quoi l'agenda de Jean-Marc Ayrault? Je peux vous le dire. L'emploi du temps du Premier ministre, donc comme c'est aujourd'hui le Conseil des ministres, ce matin je suis allé à la salle de sport très tôt, à 7h30. Et puis après, j'ai fait une réunion dans mon bureau pour préparer plusieurs réunions. Bon, on a compris, un agenda de Premier ministre, c'est comme un agenda de ministre, mais en pire. Chaque seconde est comptée. Oui, c'est assez dense en fait. Il n'y a pas beaucoup de temps de respiration. Là, je vous donne un emploi du temps où il y a parfois des quarts d'heure, demi-heure pour téléphoner, pour discuter avec mes collaborateurs, directeurs de cabinet, conseillers. Donc, c'est des journées qui sont, surtout le mercredi, qui est la journée du Conseil des ministres. Et vous le voyez beaucoup, le président? L'État ne pourrait pas fonctionner et la France ne pourrait pas être dirigée s'il n'y avait pas d'abord une parfaite entente humaine et politique entre le président de la République et son Premier ministre, ce qui est le cas, et puis aussi un échange permanent. Donc autant que nécessaire, on se voit, et puis il y a beaucoup d'échanges téléphoniques. Et les échanges téléphoniques, c'est souvent ça, on analyse la situation, par exemple... j'ai fait le 20h de TF1, on a discuté avant, on a échangé après, on s'échange, on échange mutuellement sur l'analyse de la situation, sur les idées, sur la manière de les aborder. Il est 9h30, Jean-Marc Ayrault arrive juste à l'heure pour son rendez-vous avec François Hollande. Mais que se passe-t-il à Matignon quand le Premier ministre n'y est pas? Dans son bureau, le directeur de cabinet du PM prépare la réunion de l'équipe. Christophe Chantepie, c'est le bras droit de Jean-Marc Ayrault. Quand le numéro 1 n'est pas là, c'est lui qui décide. J'ai un rôle un peu d'aiguilleur, je suis un peu une gare de triage pour faire en sorte que l'information et les commandes du Premier ministre passent vite, que les notes lui remontent rapidement, que les réunions qu'il souhaite soient organisées rapidement. Voilà, je suis un peu une gare de triage. Et pendant que les ministres sont en Conseil des ministres, la gare de triage en profite pour rassembler toutes ces locomotives. C'est la fameuse réunion de cabinet. Ça confirme un peu ce qu'on se disait hier. C'est-à-dire que ça a été un peu précipité, ils ne se sont pas bien parlé. Comme le Premier ministre, à ce moment-là, n'est jamais ici, puisqu'il est à l'Élysée, on peut tous se réunir parce qu'il n'a pas besoin de nous. C'est le seul moment dans la semaine où le Premier ministre n'est pas susceptible de nous appeler l'un ou l'autre pour parler d'un dossier. Bonjour madame. Au menu, l'agenda des prochains jours et les dossiers chauds du moment. Bonjour monsieur, vous allez bien? Très bien, merci. Tous les conseillers de Jean-Marc Ayrault dans la même pièce. Ils sont quand même une cinquantaine, avec chacun sa spécialité. C'est ça l'arbitrage. Alors quand lui dit c'est ça l'arbitrage... Moi je respecte les arbitrages. Ça va Sylvie? Ouais. Bien, on va commencer. C'est un conseil des ministres bis en quelque sorte. C'est pas un conseil des ministres bis, parce que le conseil des ministres décide et nous ne décidons rien. Nous sommes là simplement pour préparer les dossiers pour le Premier ministre. De manière à expliquer... 45 minutes de réunion hebdomadaire pour organiser le travail du cabinet. C'est aussi là qu'on affine les ripostes sur les critiques de l'opposition. Interdiction de sécher. Nous, on retrouve le colonel Le Sueur, qui veut nous emmener au fond du jardin. Mais pourquoi faire? Et là, je vais vous présenter justement une séance d'entraînement des équipes de gendarmerie qui assurent la sécurité du Premier ministre à Matignon. Et on peut visiter? On a ici une partie, je
j'allais dire, dédié justement à tout ce qui est entraînement, intervention professionnelle, un petit peu type dojo. Ici, on a une partie entraînement qu'on appelle cardio, c'est tout ce qui va être tapis de course, vélo, etc. Pour l'entraînement cardiologique. Voilà, la partie dédiée à la musculation. Et puis après, ce sont les vestiaires. Voilà. C'est un espace qui n'est pas très grand, mais enfin, qui suffit largement pour nos besoins. Et aussi pour les besoins des premiers ministres. Jean-Marc Ayrault vient ici 2 fois par semaine faire du sport. Créateur de la salle de sport à Matignon, c'est M. Chaban-Delmas, qui était Premier ministre mais qui était un grand sportif, et qui est donc le premier à avoir eu l'idée de créer une structure dédiée essentiellement à ces forces de sécurité et à d'autres services associés petit à petit. On courait dans tous les sens, on occupait tout l'espace. Assis, debout. Sur le banc. Allez, vous rentrez. Même s'il n'y a pas de menace constante à Matignon, une fois par semaine, c'est séance de combat. Et ça ne rigole pas chez les gardes républicains. On est obligé régulièrement de travailler ses réflexes, sa condition physique, d'avoir toujours l'esprit vif et clair, avec des techniques qui sont maîtrisées pour pouvoir remplir cette mission, qui est évidemment une mission sensible. 1. Pensez à souffler. 2. 3. Pied. Main. Contrôle par extension. Vous l'amenez au sol. Là. On la relève. Dites, mon lieutenant, c'est important de s'entraîner? Oui, c'est important de s'entraîner pour après avoir les réflexes, pour plus avoir à réfléchir pour faire le mouvement. Vous avez fini de répondre, madame? On va se Oui, relever, monsieur, madame. ok. Avec une trentaine de gendarmes surentraînés H24 à Matignon, le Premier ministre est bien protégé. Dans la salle du Conseil, un autre rendez-vous se prépare sur les jeunes et l'emploi. Aux commandes, toujours Thierry Desmarais, scénographe en chef avec ses équipes. On va être vraiment juste. Et pour Robert, de l'équipe technique, c'est un vrai casse-tête. Alors, tu peux tenir, Julien, au bout, s'il te plaît? 5 mètres, ouais. Alors, 4,50 m. L'estrade se positionnera ici, enfin. Alors, ce qui veut dire... Tu peux lâcher, s'il te plaît. Voilà. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut... Tu peux regarder, au niveau des chaises, je crois qu'il y a 1 mètre derrière la table. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que le début des tables se met ici. Les salons de Matignon, ils sont vraiment beaux. Mais sous les ors de la République, on est décidément à l'étroit. Il y en a combien, s'il te plaît, Robert? 8 par rangée les chaînes. 8. 3, 4, 5 rangées de 8. Non, fais pas d'aller dans le milieu. On déclenche comme ça et les personnes passent sur les côtés. Je regarde pour mes jambes. L'espace est mesuré comme dans un avion, là? Ah, complètement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut qu'on place, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait 50 personnes. Donc, plus la presse qui va aller au fond. Donc, il faut vraiment qu'on calcule pour que toute la salle soit optimisée. Tu peux voir avec celui-ci, s'il te plaît? 40 cm d'écart pour laisser passer les jambes. À Matignon, tout est millimétré, surtout quand on reçoit une centaine de personnes. Deux fois par an, Philippe Joly mobilise son équipe pour replanter les vasques. Une opération à haut risque et en hauteur. On prend une barquette de jaune dans le gouttier. Et après une barquette de blanche. Gilbert, tiens. Voilà. Après, tu vas passer le râteau, mais au moins enlever le sac, parce que sinon tu ne vas pas pouvoir passer le râteau. Et oui, il faut nettoyer, et maintenant. Tout doit être impeccable pour le lancement des emplois d'avenir. De l'autre côté, dans la cour d'honneur, les journalistes s'installent. Aujourd'hui, Matignon lance les emplois d'avenir pour les jeunes. Un projet phare pour le gouvernement. Objectif, créer 150 000 emplois d'ici 2014. Cette jeune femme n'a pas de temps à perdre. Marie-Amélie Keller fait partie du service de presse du Premier ministre. Sa mission, distribuer les badges à ceux qui auront le droit de rentrer. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais accueillir les journalistes, en fait, qui sont là pour leur donner des bonjours.
on va faire, vous pourrez faire des interviews ici, parce qu'à l'intérieur, la salle est petite. D'accord. C'est pour ça qu'on a dû faire un système de pool, télé et photo aussi. Ouais. Le pool, c'est pour éviter qu'une meute de journalistes bouleverse la cérémonie. Une seule caméra filmera pour toutes les autres télés. C'est qui ton jury Et c'est Éric Vaillant, coordinateur à TF1, qui organise le pool avec Zidane Berkous de France 2. Les deux chaînes mettent en commun leurs moyens. Donc ce qu'on fait, c'est que tu fais des arrivées. Ouais. Et après, tu iras dans la salle, au pied de la scène. Donc en gros, tu me fais 15 minutes de rush, pas plus. Ok. 15-20 minutes, pas plus, parce qu'après, il faut tout diffuser, alors, sinon on ne s'en sortira pas. Une demi-heure avant l'événement, les deux journalistes font un repérage. Dans la salle du conseil, c'est l'heure des tout derniers réglages. Dis-moi si le son est correct. Essai, test, 1, 2. On travaille en collaboration avec France Télévisions, on se partage les moyens, on partage les frais et on diffuse à tous ceux qui sont abonnés le signal, tout ce qui concerne le Premier ministre, en l'occurrence pour cette fois, sinon ça concerne aussi le Président de la République. H, moins 10 minutes, la tension commence à monter. Oui, ça va très bien se passer. Tout va bien. Mireille Lecor vient d'arriver. Elle, c'est la conseillère du Premier ministre pour l'emploi. C'est un peu son jour. Ça fait des semaines qu'elle prépare cette opération. Là, on veut montrer qu'on invite tous les acteurs au plan national et sur les territoires à suivre cette première vague, ce premier exemple, et à s'engager aussi pour recruter des emplois d'avenir et pour donner une chance à ces jeunes qui sont souvent les plus éloignés de l'emploi et les moins qualifiés et à qui on veut redonner confiance. La soirée va bientôt commencer. À l'entrée, les gardes républicains jouent les physios. On m'a dit que je suis à l'estrade à ce niveau-là ou là, j'en sais rien. C'est une opération de com politique où il faut être vu. Pour les patrons, Louis Gallois a fait le déplacement. Côté ministre, il y a Cécile Duflot et Michel Sapin. Pour les présidents de région avec sa veste rouge, Ségolène Royal a promis de signer des emplois d'avenir. Et pour que la mise en scène soit parfaite, 6 jeunes qui n'en reviennent toujours pas d'avoir été choisis. Voici Komondiaï, 21 ans. Enfin, de par mon parcours, et j'imagine aussi le parcours des autres, donc pour moi c'est un honneur d'être là. Et surtout, j'aimerais que les autres puissent se dire, si moi aujourd'hui je suis là, eux aussi peuvent être là un jour. Donc tout le monde pourrait être là un jour. Il faut s'asseoir maintenant. Chacun cherche sa place, comme Guillaume Pépi, le patron de la SNCF. C'est votre place ? Oui, mais je vais trouver monsieur Gâteau, monsieur Devis, monsieur Chambon. Non, vers la gauche, monsieur Pépi. Vers la gauche, là-bas. Vers la gauche, là-bas. Pas forcément facile pour les photographes de travailler dans ces conditions. Là, pour le moment, c'est un petit peu confus. On va attendre un petit peu que ça se mette en place. Tout peut enfin commencer. Il ne manque que le Premier ministre. Mais ce serait trop simple. Il y a un problème avec le pool de tournage. T'es bien branché là sur la fibre. Pourquoi on n'a plus rien là? T'étais toujours au noir là? Un problème, on n'a pas le signal au trafic à TF1, mais ça va s'arranger. Et il vaut mieux que ça s'arrange, parce que ça y est, Jean-Marc Ayrault arrive, accueilli par l'huissier Schmitt. Et comme à l'école, tout le monde se lève. Le Premier ministre salue la jeunesse. Le discours va enfin avoir lieu. Des réformes profondes que nous engageons. 30 minutes plus tard, ça y est, le contrat est signé entre Matignon et les présidents de région. Ensuite, attention, on ne bouge plus, photo de famille. Mais l'opération de com ne serait pas parfaite si les jeunes ne croisaient pas les journalistes. Et c'est l'attaché de presse qui va les coacher. Comme il y a plein de journalistes qui veulent interviewer les jeunes, je voulais les accueillir, les recueillir pour les diriger vers le perron. D'accord. Qu'ils fassent leurs interviews. Il y en a que 5 minutes, vraiment. Ça vous va ou pas? C'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que là, ils sont derrière la barrière et tout, mais soyez naturels. Hein. Voilà, on y va? Bon, ouais, c'est parti. Pas facile de jouer les premiers rôles devant toutes ces caméras, mais ça vient vite. Ça nous donne l'espoir de pouvoir accéder à des emplois d'avenir. Donc voilà, pour nous, c'est déjà un bon début, comme j'ai dit tout à l'heure. Expérience inédite pour les visiteurs du jour.
Le quotidien à Matignon, c'est ça. Ces jeunes s'en vont avec une promesse de travail et un beau souvenir. Là, c'est une expérience de ouf. Je rencontre une vraie mamie. Laisser une trace à Matignon, c'est ce que tous les premiers ministres souhaitent. En cet après-midi de novembre, journalistes et invités sont parqués derrière une barrière. C'est un grand jour pour Jean-Marc Ayrault. Il va enfin planter son arbre. Et il a choisi des jeunes jardiniers de son fief, Nantes, pour planter son magnolia. Regardons un petit peu, voilà. 3 coups de pelle, et puis s'en va. Et c'est Madame Ayrault qui s'y colle. Ça, il faut voir si tu es capable. Je suis capable. Fille de paysan pour rien. Bon, c'était donc un petit moment de détente. Mais revenons au magnolia, un arbre importé à Nantes il y a 300 ans. Photo de famille pour le souvenir et petite fiche pour un mini-discours. Alors pourquoi un magnolia déjà? J'ai choisi un arbre aux feuilles persistantes, et un arbre qui dure mais qui en même temps fleurit et refleurit. Donc c'est aussi le symbole de la durée. Ça c'est pour le symbole, mais parlons botanique maintenant. Saviez-vous que le magnolia a des vertus thérapeutiques qui calment les nerfs et soignent les troubles du sommeil? Vous croyez que ça me correspond, ça? J'ai besoin de ça? Ça peut être utile pour la fonction. Oui, oui, ça il faut surtout savoir se ressourcer, se reposer. Donc dormir fait aussi partie des exigences de la fonction. Et j'y veille particulièrement parce que je veux être en forme pour mener à bien la mission qui est la mienne. Alors good night, monsieur le Premier ministre, et que la force soit avec vous.